Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 19-20. Parmi les titres ce soir, Vincent Payon prend de court tout le monde en annonçant une salve de création de postes dès septembre prochain dans l'éducation nationale. 18 000 postes créés, 22 000 maintenus pour compenser les départs à la retraite. La droite dénonce une folie que l'État ne pourra pas financer. L'étude sur la dangerosité des OGM a provoqué un électrochoc et suscite beaucoup de questions chez les consommateurs. On vous aidera à détecter leur présence dans les produits que vous achetez. Mais avant cela, en Haute-Normandie, le débat relancé sur les caricatures du prophète Mahomet. Dossier dans ce journal, comment réagissent les musulmans de notre région? Nous sommes allés à leur rencontre. L'affaire des horodateurs de Vernon, enfin jugé, un employé municipal est soupçonné d'avoir détourné plus de 400 000 € de recettes. Il est jugé en ce moment à Évreux. On débute donc ce journal par ce qui est devenu d'une certaine manière l'affaire Charlie Hebdo. Au lendemain de la publication par le journal satirique de caricatures du prophète Mahomet, le débat est relancé dans la société. Peut-on tout se permettre avec la religion? Une de nos équipes est allée interroger des Normands de confession musulmane sur ce sujet polémique. Les personnes rencontrées par Emmanuel Partouche et Sylvie Françoise témoignent d'un manque de respect mais gardent la tête froide. Impossible ce matin de se procurer un exemplaire de Charlie Hebdo. Pris d'assaut hier, les points presse étaient en rupture de stock. Comme beaucoup, les Rouennais de confession musulmane interrogés aujourd'hui ont découvert les caricatures de Mahomet au travers des sujets réalisés par les chaînes d'information continue. La liberté d'expression, ils la comprennent, mais ils appellent avant tout au respect. Respectez-nous, nous on vous respecte, c'est tout. On vit ensemble, je sais pas, hein. On est dans le même pays, on est... C'est pas comme ça la liberté, c'est pas comme ça. Ces gens-là, ils cherchent les embrouilles, les bagarres, c'est pas comme ça. Dans ce fast-food halal, nos questions suscitent le débat entre ses clients venus se restaurer pendant la pause déjeuner. Depuis le 11 septembre 2001, il y a un problème avec les musulmans. La caricature, non. On a le droit de s'exprimer, mais mettre un prophète avec des images comme ça, ou Jésus, ou je ne sais quoi, ça se fait pas. C'est encore de la... C'est des pics. Et ça dure depuis... Ça va faire 10 ans, 11 ans. Il n'y a pas un jour sans qu'on parle des musulmans. On parle quand même de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo dénonce un contexte, dénonce une situation, dénonce justement l'aberration d'une situation. Les musulmans ne sont pas tous pareils. Et moi, honnêtement, je pense que c'est son rôle. C'est son rôle de faire d'une satire d'une situation qui est complètement aberrante. Moi, je trouve que là, Charlie Hebdo a mal choisi son moment, même si nous, on arrive à faire la part des choses. À la mosquée de Saint-Étienne-du-Rouvray, aucune tension n'a été perçue. Mais les autorités religieuses appelleront au calme lors du prêche de demain. Elles condamnent aussi la manifestation qui s'est déroulée illégalement le week-end dernier à Paris. Ça ne reflète pas l'opinion de tous les musulmans. On est pour manifester, mais pas comme ça. C'est-à-dire une manifestation tranquille, sans casser, et puis en respectant la loi. Si on manifeste, la manifestation doit être autorisée. D'après la préfecture de Seine-Maritime, aucune demande d'autorisation de manifestation n'a été déposée depuis la publication des caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo. La deuxième journée du procès d'assises au palais de justice de Rouen pour l'assassinat d'une habitante de Bosclea en juin 2010. Les deux témoins directs ont été longuement interrogés sur les circonstances du drame. Ils contestent la thèse du tir accidentel. Sylvie Callier et Jean-Luc Drouin suivent les débats pour nous. Cette nuit, du 28 au 29 juin 2010, c'est François, l'amant de la victime, qui la raconte. Vers minuit, il est invité par téléphone dans la maison du couple sur le point de se séparer. On s'est mis à table, explique-t-il, on a bu quelques verres et fait un bras de fer. C'est moi qui ai gagné. Il raconte ensuite que l'accusé a quitté le domicile en disant qu'il avait quelque chose à faire. Il confirme qu'il a vu la voiture revenir. J'ai vu Franck sortir avec sa carabine à la main. Il visait dans ma direction. Qui va arriver à échapper au coup de fusil. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit geste de défense de sa part et puis surtout il va être poussé sur le côté par cette femme qui va mourir dans l'instant qui suit parce que le coup de feu va partir. Alors pourquoi tentative d'assassinat? Aller chercher une arme, mettre une balle dedans, revenir avec, menacer et tirer, même si la cible qui a été atteinte n'est pas celle qui était voulue à l'origine, on considère qu'il y a une tentative d'assassinat. Le fait de se tromper sur l'objectif n'est pas en soi quelque chose qui est de nature à modifier la qualification d'infraction. La fille de la victime avait à l'époque 18 ans et un lien fusionnel avec sa mère. Aujourd'hui, dit-elle, je n'arrive pas à faire le deuil, je suis devenue agoraphobe.
Sur la nuit des faits, ses dépositions successives sont confuses. Mais elle décrit un beau-père qui a déjà menacé sa mère d'une arme, témoignage recoupé par plusieurs collègues de travail de la victime. Ce fusil, qui réapparaissait de temps à autre sur la table de la maison, était devenu une menace latente. Dans l'actualité judiciaire également, l'affaire des horodateurs de la ville de Vernon. Après 4 ans d'instruction, le procès avait enfin lieu cet après-midi au tribunal correctionnel d'Évreux. L'homme chargé de collecter l'argent des parcs-mètres est soupçonné d'avoir détourné plus de 400 000 € de recettes. Frédéric Lafont et Éric Lombert. À Vernon, cette affaire a fait couler beaucoup d'encre. Le responsable du service chargé de collecter l'argent des parcs-mètres est soupçonné d'avoir détourné 400 000 €. Les faits se sont déroulés entre 2003 et 2008. L'actuelle équipe municipale entend obtenir réparation, considérant que la ville a subi un double préjudice. C'est de l'argent public, c'est de l'argent qui normalement aurait dû être consacré à des investissements pour la population de Vernon. Donc il y a un véritable préjudice, un préjudice extrêmement important. Il y a aussi derrière un préjudice d'image. Le fonctionnaire a été suspendu en 2008, mais étant présumé innocent, il a bénéficié d'un demi-traitement. Il a perçu 60 000 € en 4 ans. Pour l'avocat de la ville de Vernon, le délit est constitué. Pour l'avocate du prévenu, il ne l'est pas. Pour vous, le délit est constitué? Ah oui, le délit est constitué. Ce qui va plutôt se discuter, c'est le montant des sommes, puisque comme il n'y avait aucune trace par définition, les sommes détournées ont été calculées par le SRPJ sur la base d'une estimation, puisqu'il n'y a aucun document comptable. C'est une affaire qui, depuis le début, est exclusivement fondée sur des dénonciations, pour ne pas dire des délations, des rumeurs, des oui-dire, et depuis le début. Et depuis, ni le ministère public, ni la partie civile n'ont apporté le début d'une démonstration. Lorsque nous avons quitté l'audience, le procès en était encore à sa première phase, à savoir l'audition du prévenu David Bouffet. Les réquisitions et la décision du tribunal ne sont pas encore connues. Rappelons que David Bouffet encourt une peine de 10 ans de prison et de 150 000 € d'amende pour les faits qui lui sont reprochés. Ce dossier est maintenant embarrassant pour le cinéma indépendant. Le Melville de Rouen, déjà dans la tourmente depuis plusieurs années. Le conflit entre la caissière et sa direction n'arrange pas la situation. L'employé affirme n'être plus payé depuis 2 mois. Marion Feutry et Sylvie Françoise. Épingler sa petite affichette, le premier geste d'Abiba Mrabet lorsqu'elle prend son service à la caisse du Melville. Un signe de protestation pour informer les clients de sa situation. Pas de salaire depuis 2 mois et une prime d'ancienneté de 1 500 € toujours pas touchée depuis 6 ans. Il y a un jugement de la Cour d'appel en 2010 en ma faveur pour pouvoir toucher cette prime-là. J'ai dû envoyer un huissier de justice pour faire un saisie pour ce montant-là. Et mon employeur, suite à ça, il voulait que je fasse la main levée. Je n'ai pas voulu, donc il a coupé mon salaire. Un pavé dans la mare pour la direction qui n'a pas souhaité s'exprimer. Les difficultés s'accumulent, label arrêt-essai menacé, départ du responsable de la redynamisation, subvention en berne. Le Melville peine à s'imposer face à son concurrent direct, l'Omnia, propriété de la ville de Rouen. Dans cet avenir sombre, le Melville peut compter sur sa clientèle d'habitués. Je viens d'arriver à Rouen et je suis contente de trouver un cinéma d'arrêt d'essai. On n'a jamais trop de cinéma à réessayer dans une ville. Ça, moi, je sais que je suis originaire de Caen, il y a plusieurs cinémas à réessayer, ça ne gêne pas du tout. Ça fait des années qu'on parlait de l'arrêter. Moi, je viens de temps en temps. Sauver le Melville, les spectateurs et les 7 salariés veulent y croire. La direction affirme travailler en ce sens. Prochaine étape, l'acquisition de cabines de projection numérique cet automne. Des années que les Diepois attendaient ça, donner une meilleure image de leur hôpital. Depuis 2 ans, de gros travaux ont été entrepris, notamment une piste d'hélicoptère et des urgences agrandies. Sur place, on commence à apprécier ces évolutions tant attendues. François Pesquet avec Jérôme Beg. L'accueil d'urgence vitale adulte avec deux accès possibles, 2 portes identiques, puisque la salle d'accueil... Un service des urgences agrandi et entièrement rénové, symbole de cette vague de travaux qui s'achève. Ça a été vraiment la révolution dans le projet et on y tenait parce que c'est indispensable. Un accueil soignant d'abord et non pas un accueil administratif. On ne demande pas d'abord les papiers de sécu, mais on demande où est-ce que vous avez mal et quel est votre problème. 33 000 passages recensés dans ce service l'année dernière. Il était prévu pour en accueillir 20 000. Les travaux ont été bienvenus. L'hôpital de Dieppe change et voudrait bien au passage redorer son image. On paye énormément de tout ce que les gens se disent. Il va falloir qu'on arrive à regagner la confiance entre ces
ce foncier et puis les compétences qui sont arrivées déjà depuis quelques années, mais qui payaient encore lourd tribut à l'histoire. Piste d'atterrissage pour hélicoptère. Nouveau bâtiment médical bientôt achevé. Autant de travaux d'amélioration salués, quoique avec retenue pour certains. On a une grosse réserve sur le fonctionnement qui est prévu pour ce nouveau bâtiment de médecine, puisqu'il est prévu pas plus de personnel, mais plus de travail et de la polyvalence pour les équipes. C'est-à-dire on ne resterait pas avec une équipe par spécialité qui connaît son métier et qui connaît les patients. Nous, on demande des effectifs et pas de polyvalence. Coût des travaux, près de 30 millions d'euros. Il faudra en revanche quelques années encore à l'hôpital de Dieppe pour parfaire sa renommée. Direction maintenant le port du Havre. Comme dans chaque grand port du monde, il y a un Seamen's Club. Son rôle, accueillir les marins de passage. Celui du Havre a dû s'adapter depuis l'année dernière à l'augmentation des croisières, car en plus des touristes, les paquebots amènent au Havre des membres d'équipage. Comment vivent-ils leur escale Porte-Océane? C'est un reportage de Danilo Comodi et Lucie Denéchaud. Des marins par milliers arrivent chaque semaine au Havre. Sur chaque paquebot, il y a bien sûr les touristes, entre 2 et 3 000, et les membres d'équipage, au minimum 1000 par bateau. À terre, la camionnette du Seamen's Club arrive aussitôt au terminal croisière. Do you want to go to the Seamen's Club or? Let's go. So, up to you. Let's go, man. Yeah, okay. Come. Michel, un ancien commandant, vient chercher les marins qui peuvent quitter le navire pour les emmener gratuitement en ville. C'est grand et c'est petit à la fois un bateau. Hein. Et vous vivez les uns sur les autres malgré tout. Donc tout marin qui arrive dans un port éprouve le besoin de sortir. Ça c'est indispensable. Bien moins fortunés que les croisiéristes, les marins bénéficient ici de tarifs imbattables pour le téléphone ou Internet. Loin de chez eux, pendant 9 mois, ils prennent des nouvelles du pays dès qu'ils peuvent. Dès que j'arrive dans un port, je descends pour écrire à ma famille ou à mes amis. On communique comme ça. Le Seamen's Club est important pour nous, membres d'équipage. Il nous permet de communiquer par Internet, d'acheter à manger, et c'est pas cher. Depuis l'an dernier, les 15 bénévoles et 4 salariés du Seamen's Club ont dû s'adapter aux horaires des paquebots, de plus en plus nombreux. On est ouvert de 16h à minuit, et pour pouvoir accueillir les marins des paquebots qui, eux, arrivent plus tôt et partent plus tôt, on ouvre à partir de 10h. Donc on a adapté nos horaires, on a adapté notre organisation pour pouvoir ouvrir et accueillir les marins des paquebots. Et avant de repartir, la Tour Eiffel en souvenir, car pour ces marins, le Havre est déjà le port de Paris. Nous reprenons notre série de portraits politiques à l'occasion de la Voix est libre qui accueillera samedi Catherine Troalic, élue députée socialiste de la 8e circonscription du Havre Nord-Est. La parlementaire haut-normande illustre parfaitement le renouvellement de la classe politique dans notre région. Plus jeune, plus féminine, cette élue de terrain est parvenue à s'imposer face à la droite, mais surtout face au communiste sortant Jean-Paul Lecoq, le défonçant au premier tour de quelques voix seulement. Son portrait signé Cédric Le Poitvin. Il y a quelques mois, Catherine Troalic, nouvelle parlementaire de Haute-Normandie, faisait son entrée dans l'hémicycle du Palais Bourbon et ne boudait pas son plaisir. Je me rends compte qu'effectivement j'ai été élue députée, quoi. Je pense que c'est vraiment là, ça me fait très émue. Très émue et puis voilà, travail à payer, quoi. Un travail de longue haleine, sur le terrain. Durant la campagne des législatives au printemps dernier, la fonctionnaire territoriale, militante du Parti socialiste à la section havraise, a mis les bouchées doubles, démarchant les citoyens au porte-à-porte ou sur les marchés de la 8e circonscription du Havre Nord-Est. Bonjour monsieur, c'est pour les élections législatives. Élue conseillère régionale en 2010, Catherine Troalic se sent portée par une poussée du socialisme au niveau régional et national. La 8e circonscription de Seine-Maritime, touchée par le chômage, était acquise au Parti communiste depuis plus de 30 ans, notamment à Daniel Paul. En juin 2012, Catherine Troalic est élue députée face à son adversaire communiste, le maire de Gonfreville-Lorcher, Jean-Paul Lecoq. Je me sens un peu sur un nuage. En même temps, j'ai pleinement conscience de la responsabilité qui m'incombe maintenant. Sans la victoire de François Hollande, mes chances étaient réduites. Là, c'est à la fois la victoire de François Hollande, mais c'est aussi, moi personnellement, c'est 10 ans de travail de terrain en tant que militante au début, en tant qu'élue au conseil municipal, en tant que conseillère régionale.
Catherine Troalic siège à présent à la commission des affaires économiques où elle entend porter les grands dossiers aux Normands. La députée incarne le rajeunissement et la féminisation du personnel parlementaire, sans doute une nouvelle vague de la politique en Haute-Normandie. Toute cette semaine, vous le savez, on se plonge dans l'économie céréalière, très importante pour la Haute-Normandie. Une grande partie de la moisson récoltée cet été va être exportée par le port de Rouen, le premier port céréalier d'Europe. Son histoire avec les céréales remonte aux années 60. Jean-Paul Lusseau et Philippe Doré pour le 4e épisode de votre feuilleton. La Seine, à la traversée de Rouen, prend des allures de couloir de la céréale. Un mur de silos encadre la poussière des chargements. Depuis une quarantaine d'années, des centaines de millions de tonnes de céréales ont quitté ces berges pour le monde entier et principalement l'Afrique. Le port de Rouen n'est vraiment céréalier que depuis les années 60. Entre 64 et 71, sa vocation s'est développée. La profession céréalière, aidée par l'État, a décidé d'exporter sa production par le port le plus pratique pour elle. Les silos ont poussé, les lignes de trains, de camions, de péniches se sont établies. Rouen est devenue la porte maritime du grenier de la France. La Beauce, les plaines de Champagne et Picarde et bien sûr la Haute-Normandie exportent ce que la France ne peut consommer. Vous verrez d'ici à quelques années les chiffres devenir considérables et on ne parlera peut-être plus seulement de Rouen, port européen de céréales, mais Rouen, port mondial à l'exportation de céréales. Ambition étayée par la géographie. La carte renseigne sur cette proximité. L'Interland, c'est-à-dire la zone desservie par le port, couvre à peu près les terres à blé. Le transport par camion vers le port qui coûte si cher est donc réduit à son minimum. L'importance du transport routier est très primordiale en mesure où un Chartres-Rouen coûte aussi cher qu'un Rouen-Béjaïa qui se trouve en Algérie. C'est-à-dire que le navire coûte peu cher par rapport au camion au kilomètre. Donc Rouen a cet avantage d'être près des champs, près de la production et donc économiquement intéressant. Le port est devenu une référence. Il y a même un prix, une unité de valeur des céréales établie sur le port de Rouen, comme à Chicago. C'est le prix FOB de Rouen, valable partout dans le monde. FOB comme Free on Board, une visibilité mondiale. Avant de se quitter, je vous rappelle la question de la rédaction. C'est une nouveauté de cette rentrée. Cette semaine, nous vous demandons sur notre site internet haute-normandie.france3.fr si l'appel d'offres pour un parc éolien au large du Tréport est pour vous une urgence environnementale, une opportunité pour l'emploi dans la région, ou bien que ça va défigurer le paysage. Vos réponses dimanche prochain dans la chronique internet dans votre journal de 19h avec Carole Bellingard. À suivre maintenant la météo et puis pour les habitants de la Pointe de Caux, votre édition Baie de Seine. Il sera question notamment de la sécurité des manèges à la foire Saint-Michel qui débute samedi au Havre. Et puis partout ailleurs, Vue d'ici, le magazine de la rédaction. Catherine Lecomte vous y attend pour parler d'auto, moto, rétro, 400 voitures de collection et des collectionneurs bien sûr attendus tout ce week-end au Parc Expo de Rouen. Voilà, c'est la fin de votre édition régionale. À suivre après nos rendez-vous donc en région, le journal national présenté ce soir par Carole Gessler. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 3.